Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation aujourd'hui dédiée au chandelier japonais. Cette vidéo est issue d'un webinaire dédié entre autres à ce sujet. Comme l'ensemble des autres vidéos de formation, il s'agit avant tout d'une introduction complète pour vous donner envie d'approfondir cette notion technique, notamment via des ouvrages, des webinaires ou tout simplement par une pratique récurrente du trading. L'expérience reste effectivement le meilleur atout du trader. On attaque tout de suite cette nouvelle présentation, cette nouvelle introduction technique. Premier point, je dirais, et non des moindres, parce qu'il y en aura 5 autres. On va voir 6 points centraux au niveau des bases, je dirais, dédiées au chandelier japonais. Les chandeliers nous donnent 6 informations essentielles. Un prix d'ouverture, un prix de clôture, un point haut, un point bas. Ces 4 premières informations sont assez évidentes visuellement. J'en déduis la tendance. Est-ce que je suis sur une tendance haussière? Est-ce que je suis sur une tendance baissière? Et l'amplitude. Bon, ça je pense que c'est évident pour tout le monde, mais il est quand même toujours bon de le rappeler en guise de petite introduction avant d'aller un petit peu plus loin. Deuxième point majeur, et là pour le coup beaucoup plus ignoré, et pour cause, ça a été notamment une grande partie du propos dédié à la vidéo de formation sur la psychologie du trading. Le chandelier n'est rien d'autre qu'une représentation psychologique, c'est très important de le comprendre, une représentation psychologique du prix. Quelques petits mots rapidement. Ça fait plus d'un siècle qu'il est répandu au Japon. En vérité, ça fait 5 siècles vraiment qu'il existe au Japon, mais on va dire que ça fait surtout un siècle qu'il est majoritairement utilisé, majoritairement répandu. Au début, c'était même, à ma connaissance, au XVIIe siècle au Japon, pour analyser et anticiper un petit peu l'évolution des contrats à terme sur le riz. Voilà, enfin contrats à terme du riz d'abord et par la suite des contrats à terme sur le riz. Bon, mais on peut résumer ça en disant que ça fait globalement un siècle que ça existe au Japon. Et, chose un peu plus surprenante, ça ne fait que 25 ans à peu près qu'on l'utilise en Occident, en grande partie grâce à la démocratisation de l'outil généré par certainement l'un des plus grands auteurs d'analyse technique que je vous recommande, j'allais dire de ce siècle, mais même plutôt du siècle précédent, donc Stevenson. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans le dur. Tout le monde connaît le yin et le yang, évidemment, donc l'énergie négative et l'énergie positive. Il ne faut pas oublier que, et c'est tout son nom, c'est pas un hasard, que le chandelier japonais, sans surprise, vient du Japon. La plupart des principes fondamentaux japonais sont systématiquement divisés entre l'énergie négative et l'énergie positive, de manière un petit peu binaire, un petit peu manichéenne, en quelque sorte. Voilà. Alors, premier point, et c'est assez évident, l'énergie positive, c'est forcément aux yeux du marché une diffusion haussière, optimiste, impactant le prix, donc une hausse du prix. Évidemment, l'inverse est tout aussi vrai, l'énergie négative sera une baisse du prix. Voilà. C'est aussi pour ça que par défaut, on représente les chandeliers japonais haussiers en blanc et en noir pour les chandeliers japonais baissiers. Voilà. Parce qu'évidemment, ça revient au yin et au yang. Voilà, il ne faut pas jamais oublier la source de la création, la source du créateur, des créateurs, je dirais, pour bien cerner là où ils ont voulu en venir et ce que l'on utilise un petit peu inconsciemment. Alors c'est toute une psychologie, parce qu'en vérité, le chandelier japonais, au-delà du fait qu'il vient nous distinguer des supports, des résistances et des prophéties autoréalisatrices, il vient surtout nous dire quelque chose d'assez évident, mais qui est trop souvent oublié, c'est que le marché, littéralement, est vivant. Au travers des chandeliers japonais, un petit peu comme dans Matrix où les gens dans la matrice de souvenirs regardent un écran où il y a des chiffres verts qui tombent et en fait ils imaginent, ils arrivent à voir, à concevoir quelque chose de palpable, de véritables images. C'est un petit peu pareil avec les chandeliers japonais en quelque sorte. C'est plus on pratique, plus on voit ce que le néophyte ne voit pas. Mais le marché, tout ça pour dire que le marché, ce que nous dit le chandelier, c'est que le marché est vivant. Le marché va hésiter. Au niveau du chandelier, ça va par exemple se traduire par un doji. Le marché va avoir peur. Le doji va avoir d'énormes ombres et une absence totale de corps. Le marché va être hésitant, il va avoir peur, il va être optimiste, gros Marubozu haussier, donc pas de mèche et directement un corps en M30 par exemple de 50 points d'axe ou 60 points d'axe. Le marché est optimiste, il est fier, il assume. Voilà. Il peut faire des excès, comme en ce moment. On en parle beaucoup en live trading, des excès du marché en ce moment. Il faut bien imaginer que quand vous êtes sur le marché, vous êtes presque en face, face à face, je dirais avec quelqu'un de vivant.
qui a les mêmes caractéristiques que monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Et c'est très important de le comprendre parce que ça permet de bien avoir ça en tête, ça permet de bien comprendre beaucoup de réactions du marché. La distinction entre corps et ombre pour les tracés, évidemment, le corps vient distinguer la force, je dirais l'optimisme ou le pessimisme, mais en tout cas la certitude dans le mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, alors que l'ombre ne vient traduire qu'une hésitation, une peur, une crainte. On reste sur ces déclinaisons avec ces mêmes termes de yin et yang. Alors yin, c'est pour évidemment un chandelier baissier. Hein. Il faut bien comprendre que le yin c'est négatif hein, aux yeux du marché, alors que le yang sera évidemment positif, donc un chandelier positif. Le doji, j'en ai parlé, signal d'hésitation, Marubozu, signal de force, mais il y a beaucoup de sous-composantes sur lesquelles j'attire rapidement votre attention pour que vous vous y intéressez un peu plus au niveau notamment de la littérature boursière, je dirais, les Dragonfly, Pagoda, Umbrella, Toy, etc., etc., etc. Il y a énormément de variantes au chandelier. On s'intéresse généralement à tort d'ailleurs qu'aux 3, 4, 5 grandes familles, on va dire, le doji, Marubozu, etc. Bon, l'étoile du soir, le marteau, le pendu, bon, il y a énormément de choses. Je vais simplement en distinguer quelques-unes parmi les plus courantes. On va notamment s'intéresser au yang mineur, alors qui est pas un doji, mais qui traduit quand même un énorme signal d'hésitation. J'ai une ombre haussière et une ombre inférieure largement supérieure en amplitude au corps, mais je n'ai pas à proprement parlé non plus un doji, parce que j'ai quand même la présence d'un petit corps. Donc petit signal d'hésitation, voilà. Bon, yin mineur évidemment, donc à l'inverse, petit signal d'hésitation cette fois-ci baissière. Le doji parfait, c'est celui-là. Alors très sincèrement, moi en live trading, il m'arrive de faire un peu de souplesse, c'est-à-dire de parler de doji parce qu'il y a un tout petit corps et des ombres énormes. Alors le doji parfait, c'est celui où il n'y a pas de corps, c'est-à-dire que le prix d'ouverture est égal au prix de clôture, comme on le verra dans quelques secondes. Mais si on a un tout petit corps, plutôt que parler de yang mineur ou yin mineur, c'est vrai que dans les deux premiers cas, il m'arrive parfois aussi de parler de doji en précisant que c'est pas un doji parfait. Mais bon, on a quand même ce même signal d'hésitation. Après, le doji parfait, le signal idéal, et c'est évidemment prix de clôture égal au prix d'ouverture. Deux ombres énormes, si possible, une en particulier pour bien voir dans quel sens part l'hésitation. Voilà. En termes de forme, la bougie japonaise peut prendre plusieurs déclinaisons et chacune de ces déclinaisons a un sens particulier. L'interprétation de la forme de la bougie peut être aussi considérée en fonction de l'historique boursier, c'est-à-dire des bougies précédentes. C'est tout à fait vrai. Un Marubozu qui suit un doji n'aura pas le même sens qu'un Marubozu isolé où il n'y a pas spécialement de chandelier intéressant avant-après. Voilà. On analyse toujours évidemment ce qu'on appelle le chartisme, c'est-à-dire les déclinaisons des bougies en N-1, c'est-à-dire au moins la dernière clôturée. On ne s'amuse pas à analyser celle en cours. Ça n'a aucun sens. Parce que celle en cours, bon, à moins d'être vraiment dans les toutes dernières secondes de formation où on a un Marubozu énorme, on se dit bon là ça va pas se retourner forcément d'ici la clôture, mais il faut s'intéresser vraiment qu'aux clôtures, hein, qu'aux chandeliers clôturés. Bougie haussière, c'est toujours bon de le rappeler par rapport à une bougie baissière, hein, je le rappelle toujours par rapport à cette notion de yin et yang. J'ai deux bougies. Le prix d'ouverture dans le cas de la bougie haussière, c'est le bas du corps. Dans le cas de la bougie baissière, c'est le haut du corps. Le prix de fermeture dans le cas de la bougie haussière sera le haut du corps, alors qu'évidemment, la bougie baissière se traduira par une fermeture en bas de corps. Évidemment, c'est toujours une différence, hein, ouverture-fermeture. Si la différence est positive, évidemment, je vais avoir une bougie haussière. Et dans le cas d'une différence négative, je vais avoir le cas d'une bougie baissière. Basique, mais toujours bon à rappeler. N'oubliez pas que c'est une introduction qui doit être accessible à tous. Le chandelier en clair. Chandelier en clair, et en toute logique, ce sera l'une des dernières parties de cette vidéo dédiée au chandelier. La bougie japonaise se rapproche de l'affichage graphique des bar charts. Alors je rentre pas dans le détail, mais en gros c'est un petit peu en quelque sorte l'ancêtre du chandelier, pour le dire rapidement. Et par rapport à celui-ci, le chandelier nous permet d'apprécier le sens de variation en un coup d'œil. De plus, grâce à l'ombre que celle-ci laisse, nous pouvons avoir des indications sur l'état, toujours pareil, psychologique du marché. Construction de la bougie, alors il faut bien comprendre qu'à la base, le graphique, on peut le représenter sous la forme d'une courbe. On va voir par exemple cette évolution sur le DAX 30, 11 078 points par exemple, enfin globalement une évolution entre 11 012 points et 11 078 points. On va dire que là, sous les yeux, on a l'évolution du DAX 30 pendant une demi-heure, sous la forme d'une courbe. Comment ça va se traduire au niveau du chandelier? Puisque c'est vrai que la courbe, généralement, est plus parlante au néophyte que d'abord le chandelier. Il faut bien comprendre à quoi ça correspond. L'ouverture, évidente,
niveau de la courbe. La fermeture également, hein, je rappelle que de la première seconde à la dernière seconde, dans notre exemple, il ne se passe que 30 minutes pile, on est en M30, on a varié d'une petite soixantaine de points sur le DAX à ce moment-là. Le maximum, bon, synonyme de point haut, ce que j'appelle le point haut, évidemment le minimum, synonyme de point bas. Très bien. Au niveau du chandelier, je vais tout simplement avoir le corps défini entre l'ouverture et la fermeture. Rien d'exceptionnel. Les mèches ou ombres, deux synonymes aussi. Moi, bon, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à parler d'ombre, mais c'est vrai qu'on peut dire mèche. La mèche supérieure venant traduire la différence entre le point haut et la fermeture dans mon exemple. Et la mèche inférieure ou ombre inférieure vient traduire évidemment la différence entre l'ouverture et le minimum dans mon exemple. Là, ces mèches, ces ombres définissent évidemment l'hésitation. Le marché a voulu aller sur ces niveaux-là. Il n'a pas réussi à clôturer sur ces niveaux-là. Donc il a été tenté pour une raison X ou Y, spéculative, macroéconomique, peu importe que sais-je, une petite zone d'accumulation du prix qui casse, peu importe. Mais ça reste une hésitation. Il n'y est pas allé. La seule certitude, c'est ce qui se passe entre l'ouverture et la fermeture. Il a ouvert là, il a fermé là. C'est tout. C'est le seul acquis. Le corps, évidemment, différence, on en a parlé avant, entre ouverture et fermeture. Dernière partie de cette vidéo dédiée à l'introduction au chandelier japonais. Au-delà du simple chandelier, que ce soit un doji, un marubozu, un yin, un yang, peu importe, un dragonfly, ce qu'on veut. Évidemment, quand on commence à les associer entre eux, à les assimiler, on commence à parler de figures. Il existe beaucoup de déclinaisons des bougies japonaises. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu rapidement des déclinaisons individuelles, mais il existe également des déclinaisons de groupes, c'est-à-dire des déclinaisons de figures, que ce soit par rapport à la lecture du graphique ou à la construction de la bougie elle-même. On va surtout distinguer deux familles pour faire assez général. Les figures simples et les figures complexes, que l'on soit en nekanashi, en chandelier japonais, et je vous invite, comme d'habitude, très sérieusement, à vous intéresser au renko. Alors le renko est bon, plus compliqué au niveau des modes de construction pour les figures, mais bon, c'est quand même très intéressant d'avoir un temps d'avance, je pense, puisque c'est quand même un petit peu la petite révolution actuelle, je dirais, au Japon, le renko. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. Dans ce type de vidéo, je mets plein de petites allusions comme ça, plein de petites porte ouverte pour susciter un intérêt sur des sujets trop méconnus, au-delà des bases rappelées. Et un exemple de figure simple, tout de suite. Le marteau, classique. Je suis sur un point bas, j'ai un corps qui se traduit de manière assez certaine avec simplement une ombre inférieure, pas d'ombre supérieure. Et ça traduit surtout le marteau, le retournement de tendance. À l'inverse, exactement l'inverse, le pendu, j'ai une tendance initialement haussière qui devient baissière, et entre les deux, au moment du changement, j'ai un chandelier où j'ai juste une ombre inférieure, idéalement un corps assez intéressant, et pas d'ombre supérieure. Voilà. Après, bon, il faut pas être sectaire, hein. S'il y a une toute petite ombre supérieure, c'est pas un drame. Moi, il m'arrive, comme je disais tout à l'heure par rapport au doji, en référence par exemple au marubozu. Marubozu parfait veut qu'il n'y ait pas d'ombre, ok. Mais si j'ai une petite ombre supérieure ou une petite ombre inférieure qui est tout juste égale à 1 ou 2% de la taille du corps, bon, on va pas en faire un flanc. Alors, l'étoile filante, ça ressemble à un pendu, ce n'est pas un pendu puisque j'ai cette fois-ci surtout une ombre supérieure, idéalement pas d'ombre inférieure. Le marteau inversé, bon, vous l'aurez compris, au lieu d'avoir un marteau classique avec une ombre inférieure, je vais avoir un marteau avec une ombre supérieure. Donc on va parler de marteau inversé. Dans les deux cas, le marteau vient traduire un retournement de tendance globalement de baisse à hausse, et le pendu ou étoile filante. D'ailleurs, c'est vrai que ça pourrait s'appeler un pendu inversé, mais bon, on préfère parler d'étoile filante plus couramment, vient traduire généralement le passage d'une hausse à une baisse. Exemple de figure complexe, rapidement. Le double top ou double bottom ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire top évidemment pour point haut, bottom pour point bas. Bon, ce sont des mots simples en anglais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de mots anglais qui viennent traduire certaines notions. Dragonfly par exemple, pour reprendre un petit peu tout à l'heure. Simplement, voilà, mon cours va ranger, par exemple, va toucher 2 points hauts sans réussir à les casser, peu importe, ou 2 points bas sans réussir à les casser. S'il n'arrive pas à les casser, il va faire plein de petits allers-retours, ce qu'on appelle les pullbacks. On peut décaler l'amplitude entre le point haut, entre les tops et les bottoms, s'en servir pour décaler au niveau du pullback en guise d'objectif. Il y a plein de petites stratégies sur ce niveau-là, vis-à-vis de la ligne de coup. Je rentre pas trop dans le détail, évidemment, c'est là aussi pour susciter auprès de vous un certain intérêt. Le drapeau, très classique. Alors le drapeau, justement, là aussi, on va trouver certaines stratégies où on décale les cotations, l'amplitude qui existe entre un support et une résistance pour déterminer un objectif une fois que l'on aura
casser un petit peu le range, c'est-à-dire casser le support ou la résistance, très intéressant là aussi. Et bon, la plus connue des connues, et pourtant pas la plus simple. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est que l'épaule tête-épaule, ben, c'est très certainement la plus connue, et pourtant, enfin, tant mieux, mais c'est pas la plus simple. Mais bon, c'est intéressant. Très intéressant évidemment, 8 phases, je rentre pas dans le détail, mais globalement là aussi il y a toute une architecture extrêmement riche au niveau des chandeliers, où qui peut se distinguer, une ETE, une épaule tête-épaule peut se distinguer sur des dizaines et des dizaines de chandeliers. C'est vrai que c'est très fiable, mais globalement c'est très fiable pour une raison simple, c'est parce que c'est populaire, et là je renvoie un petit peu sur toutes les autres vidéos de formation, avec cette notion évidente de prophétie auto-réalisatrice, où parce que tout le monde voit à peu près la même chose au niveau graphique, eh bien le marché a tendance à y aller. Mais si on ne considérait pas, par exemple, que le RSI entre 70 et 100 suracheté, entre 30 et 0 survendu, ben effectivement, si on ne considérait pas tous la même chose à ce niveau-là, la prophétie auto-réalisatrice, naturellement, ne tiendrait pas la route. C'est un petit peu pareil avec l'épaule tête-épaule, en plus très bien renforcée et indispensable en complément des retracements de Fibonacci. Voilà, pour distinguer un petit peu ce que j'appelle figure simple, figure complexe. Voilà, j'espère que cette introduction vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus à cette notion de chandelier japonais. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!